Deuxième volet pour la réflexion d'un aménagement sur la base d'un fourgon. Le maître mot, c'est d'être furtif. Au départ, c'est de pouvoir se garer sans être inquiété par les voisins, par les gens qui passent, etc. Alors le but, c'est pas forcément, j'ai lu dans des commentaires, c'est pas forcément d'aller se stationner en ville. Le but, c'est de ne pas être stigmatisé parce qu'on a un camping-car. Le Dieu sait que aujourd'hui, il va y en avoir de plus en plus, on va être de plus en plus stigmatisé. Donc si on arrive à être discret, c'est bien. Alors on a déjà évoqué ce problème la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Alors d'ailleurs, si tu n'as pas vu l'épisode la semaine dernière, c'est ici. Je suis tombé sur la conclusion qu'aujourd'hui, il valait mieux partir sur un fourgon, et un fourgon poids lourd. Pourquoi poids lourd? J'ai eu quelques réflexions qui me disaient qu'il vaudrait mieux partir sur un 3,5 tonnes, parce que ce serait possible pour la plus grande partie. C'est vrai qu'un poids lourd en fourgon, c'est pas forcément facile à trouver. Alors, j'ai avancé, j'ai commencé à rechercher, j'ai pris des contacts, j'attends des photos d'ailleurs là d'un véhicule sur lequel je vais certainement m'engager. La plupart des fourgons en 3,5 tonnes sont déclinés également en 4,5 tonnes souvent, parce que le marché européen fait que, par exemple en Allemagne, on peut rouler avec du 4,5 tonnes. On peut même trouver plus, on peut trouver du 7,5 tonnes également. 6 tonnes, 7,5 tonnes, enfin. La plupart du temps, les constructeurs font des véhicules, donc, le même véhicule qui existe en poids lourd et qui est détaré pour passer en dessous des 3,5 tonnes. C'est le cas notamment des véhicules, par exemple, qui sont équipés d'essieux jumelés. Alors, on en a chez Mercedes, on en a chez Iveco, principalement. Chez le constructeur français, je crois que sur les derniers sortis, je ne sais pas s'ils sortent les essieux jumelés. Je sais qu'on peut les avoir en propulsion, mais je ne pense pas qu'il existe, le dernier Master, je ne pense pas qu'il existe un essieu jumelé. À voir, il faut que je me renseigne. Mais sur le marché, en tout cas de l'occasion, on n'en trouve pas. Ces véhicules-là, chez Iveco par exemple, peuvent être déclinés en 4,5 tonnes ou en 3,5 tonnes. Et ça, c'est juste une homologation. Il y a deux homologations sur le même châssis. Donc c'est assez simple de repasser en 4,5 tonnes quand tu achètes un 3,5 tonnes. Il suffit de se renseigner, de se rapprocher de Iveco, Iveco France, service documentation, de lui donner une copie de ta carte grise avec les numéros de série, et lui va te dire oui, c'est faisable, il va t'envoyer le COC. Alors je te dirai un petit peu ce que ça va coûter, parce que je serai peut-être confronté à ce problème. On demande le COC, le certificat d'homologation, et avec ça on va à la carte grise, on fait changer en donnant ce document, on fait changer le PTAC, et terminé. Ton véhicule il passe en 4,5 tonnes. Ce qui veut dire que si je prévoyais par exemple de faire un véhicule en partant sur un 4,5 tonnes et que par exemple il y aurait, je sais pas, je commencerais à en produire, et qu'il y a une personne qui serait intéressée par un 3,5 tonnes, ce serait faisable. Le bémol c'est que moi je veux partir sur une propulsion. Je veux partir sur des essieux jumelés à l'arrière. Sur un véhicule comme ça, tu as en moyenne 900 kg de charge utile. Sur un véhicule qui aurait une simple roue, les simples roues à l'arrière, en traction, on aurait environ 1300 kg de charge utile. Ce qui veut dire qu'un aménagement avec 900 kg, va falloir faire de grosses économies au niveau du poids, et je ne suis pas certain que tu puisses avoir vraiment quelque chose avec la longueur, parce que un véhicule en L4, tu vas avoir quasiment, je crois que tu as plus de 4,50 m utiles derrière la cabine. Ça veut dire que tu as quand même de la place. Un véhicule, si on part sur un Iveco par exemple, en L4H3, tu vas avoir 2,14 sous plafond, tu vas avoir 1,80 au plus large cabine, et tu vas avoir
je crois que c'est 4,50, 4,44, 4,47, je sais plus. C'est quasiment 4,50 derrière la cabine. Ce qui veut dire que 900 kg, pour moi, c'est insuffisant. Quand tu comptes tes réserves d'eau, tout, tu vas pas être à l'aise en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'utilisation d'un poids lourd. Le second point, j'ai eu pas mal de questions qui disaient il n'y a pas de vitre. Sans vitre, ça va être, tu vas être, si t'es claustrophobe, c'est pas bon. Moi, je veux pas le faire sans fenêtre en fait. Moi, je veux qu'il y ait des fenêtres. Carbest, par exemple, fait des vitres latérales, donc les vitres de porte latérale coulissantes. Voilà, que tu peux découper ta tôle et mettre des vitres comme ça. Elles sont pas forcément ouvrantes. Il y en a certaines où tu as une petite partie coulissante. Et elles sont à dominante noire, cadre noir, quelquefois même, on voit même pas le cadre, la vitre, elle est comme les vitres d'autobus, tu vois. Ça, c'est ça que je verrais, moi. Sur un véhicule sombre, aujourd'hui, alors, il n'est pas certain que j'arrive à trouver un véhicule sombre, hein, c'est compliqué, hein. Donc, il y aura peut-être à faire après un rhabillage, un covering, ou je sais pas, mais en partant sur un véhicule sombre, de la couleur des vitres, par exemple, à la limite, le véhicule, tout est brillant, sur les côtés, toute la bande le long du véhicule à l'arrière de la caisse est brillante et dedans il peut y avoir de la vitre. Il peut y avoir de la vitre fumée où tu ne vois pas à l'intérieur, tu vois. Et qui se confond aussi avec la carrosserie, qui n'est pas une vitre comme celle qu'on connaît sur les camping-cars, à projection, où tu as un double vitrage, où ça fait comme une bulle. À ce moment-là, on prévoit, et automatiquement, du coup, tu as des ouvertures. Sur le toit, ce serait un toit ouvrant type toit ouvrant de voiture. On peut, par exemple, sur les Audi A6, tu as des toits ouvrants panoramiques. Je l'ai eu aussi dans un commentaire, c'est une excellente idée. Je l'ai vu d'ailleurs dans une vidéo. Tu vois, on peut avoir vraiment quelque chose d'invisible. Parce que là, à moins d'être sur le toit, tu le vois pas. Alors tu vas me dire, pour que ce soit, il n'y a pas que les vitres. Si tu as une trappe pour la cassette, par exemple, tu vois, pour sortir la cassette, ça va pas. Si par exemple tu as ta prise de courant à l'extérieur pour brancher ton courant, le remplissage d'eau, etc. Tout ça, ça donne un signe que le véhicule est aménagé. Donc tout ça, c'est pareil. Tu peux prévoir par exemple, un petit peu comme sur le Frankia, hein, comme sur le mien, on a un dérouleur pour brancher le courant et il y a un trou en dessous de la caisse dans lequel l'enrouleur est placé et tu passes la prise et tu vas ensuite brancher directement. Tu n'as pas besoin d'avoir cette prise extérieure. Au niveau de la cassette, on partirait sur un nautique. Donc au niveau du nautique, on a un réservoir d'eau noire terminé. Il n'y a rien à l'extérieur, tu vois pas. Il y aurait éventuellement que les ventilations, parce que les ventilations sont obligatoires. Il faudrait la placer à un endroit où on la voit le moins possible. Au niveau des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, oui en effet, quand tu as des panneaux solaires qui sont posés sur le toit, du côté tu les vois. Alors il y a de nombreux véhicules qui sont comme ça L4H3 qui sont équipés d'une galerie. Je pense que sauf système où je suis en train de faire des recherches, j'ai vu quelques trucs. J'ai vu par exemple des plaques transparentes, souples, solaires. Un petit peu comme sur les toits ouvrants par exemple de Audi A8. Les Audi A8, elles ont un toit ouvrant en verre transparent sur lequel on a des capteurs solaires. J'ai retrouvé les fabricants de ce type de cellules solaires. À voir si ce serait utilisable sur le toit d'un camping-car. Ça, c'est bémol, il faut voir le coût, parce qu'il faut aussi que le véhicule reste dans des coûts raisonnables. Il ne faut pas qu'on explose le budget. Le but, c'est quand même de faire un véhicule attractif au niveau du prix. Si on doit partir sur des panneaux solaires conventionnels, eh bien, on peut supposer que la galerie qui restera au-dessus du toit, alors il est clair qu'on va passer les 3 mètres, hein, de toute façon, parce que déjà le véhicule fait 3 mètres d'origine. Hein. On a 2,14 intérieurs, il fait 3 mètres, donc si tu as une galerie, forcément la galerie va dépasser. Mais quand tu passes au péage, s'ils te passent en catégorie supérieure, tu sonnes et tu dis moi c'est la galerie. Et quand tu leur dis que c'est la galerie, que le toit fait 3 mètres, il te passe en catégorie 2. Donc on peut supposer que ce panneau serait à l'intérieur de la galerie, on ne le ferait pas au-dessus, on le ferait affleurant en fait. On pourrait supposer que la galerie, on fasse un espèce de plancher, et que dans ce plancher, on fait une découpe, et le panneau est encastré. Il est affleurant. Un autre point important, souvent sur un camping-car, et c'est vrai que pour gagner de l'espace dans le salon, on pourrait avoir les 2 sièges qui se tournent. Le problème des 2 sièges qui se tournent, déjà, c'est que du coup, tu es obligé de mettre des occultants qui vont ressembler à des occultants de camping-car. Ça peut mettre la puce à l'oreille. Donc, dans mon idée,
je ne pense pas que je ferai la totalité. Je pense que le siège conducteur resterait fixe. D'ailleurs, je pense que je partirai sur un siège suspendu. Je sais que sur les derniers véhicules, les véhicules qui datent de moins de 5 ans ou 6 ans, souvent sur les gros véhicules, tu as un siège suspendu. Ce serait beaucoup plus confortable pour conduire. Et on aurait uniquement le siège passager qui serait tournant. Ce qui fait que la moitié de la séparation cabine serait définitive, fermée, et on ne pourrait pas l'ouvrir. Et l'autre moitié, ce serait le passage. Il y aurait ce fameux siège tournant, et ce serait le passage pour accéder à la cabine. Si toutefois on a besoin de s'estirper d'un endroit qui craint et qu'on a envie de partir, au moins on part, on est tranquille. On aurait une cloison amovible qui permettrait de complètement condamner la cabine. Ce qui fait qu'on conserverait de la chaleur dans le véhicule, parce qu'il y a une énorme déperdition par les pare-brises, par la carrosserie en fait, en dessous du tableau de bord, c'est un gruyère, hein. T'as plein de trous, t'as plein de câbles qui passent, et c'est pas toujours bien isolé. Donc il y a beaucoup de froid qui passe par là, du coup, ça, ce serait fermé. On fermerait la nuit et on serait tranquille, on n'aurait pas besoin d'occultants, même si on veut mettre des occultants, ils ne seraient pas obligatoires. Hein. L'idéal, ça aurait été de partir sur un minibus. Hein, le problème, c'est que les minibus, sur le marché de l'occasion, ça conserve une cote très élevée. Et si tu veux avoir un véhicule récent, qui ne se fasse pas vieille poubelle à l'extérieur, ben voilà, si tu achètes du 2014, 2015, tu vois, si tu achètes un bus, un minibus de 17 places par exemple, ça correspond à peu près au volume d'un L4 H3, il va te coûter bonbon, quoi. Il va te coûter 30 000 balles. Hein. Voilà. Donc on est à même pas la moitié sur un véhicule de la même année en fourgon. Ce qui est normal, hein. Un bus c'est beaucoup plus recherché, ça s'en va. Tu peux les vendre un peu partout dans le monde, donc forcément, il y a beaucoup plus de demandes. Au niveau de la marque, on a, je pense, dans les modèles qui vont bien, mais qui seront en traction ou en full motion, on peut avoir par exemple le Crafter. Le Crafter, on peut l'avoir en 4 roues motrices, même sur des grandes dimensions. Par contre, on a des petits moteurs. Hein. Le plus gros moteur de chez Volkswagen monté sur ces véhicules, c'est 2,5 litres. Pour moi, je trouve que c'est insuffisant. Mais bon, voilà. Moi, je verrais un moteur d'au moins 3 litres. Hein. De 3 litres, ce serait l'idéal. On a les Ford en 3 litres 2, donc c'est le moteur du Ford Ranger, hein, du 4x4 Ford Ranger. Moi, j'ai eu moi-même un Ford Ranger qui marchait très bien. Maintenant, Ford, avec tout ce qu'on connaît, voilà, on a quelquefois un petit peu peur. Là, par contre, on peut l'avoir en propulsion. Ils sont un peu plus difficiles à trouver. On les a un petit peu moins. Et là, je ne connais pas du tout les possibilités de le faire retarer à 4,5 tonnes. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez Ford, parce que je ne connais pas assez cette marque au niveau des utilitaires, fourgons. Et du coup, il faudrait au préalable, avant d'acheter ce véhicule, si vraiment tu veux le faire passer au poids lourd, de demander à Ford s'il y a une possibilité de le repasser en poids lourd, si toutefois il existait dans les deux catégories. Parce que quelquefois, il y a des gens qui créent un modèle en 4,5 tonnes et un modèle en 3,5 tonnes. C'est le cas de chez Mercedes. Chez Mercedes, si tu achètes un châssis, quasiment tous les châssis sont différents. Tu vas prendre un châssis 4,5 tonnes, tu ne vas pas pouvoir le détarer. Et vice-versa. Tu vas prendre un 3,5 tonnes, tu ne vas pas pouvoir le faire augmenter en charge, parce que eux, ils ont créé une gamme où tu as un modèle, un châssis par charge en fait. Hein. Chez les Italiens, la plupart du temps, ils partent sur le modèle le plus élevé au niveau du tonnage, et ensuite ils font plusieurs PV des mines, plusieurs réceptions en 4,5 tonnes, réception en 6 tonnes, réception en 3,5 tonnes, ce qui fait que tu peux très bien passer un véhicule qui fait 4,5 tonnes en 3,5 tonnes. Le problème, c'est que du coup, le véhicule est plus lourd, et que ta charge utile, elle va être réduite d'autant. Hein, si tu passes en 3,5 tonnes. Si par contre ton but c'est de l'avoir en 4,5 tonnes, tu achètes un 3,5 tonnes et tu le fais retarer en 4,5 tonnes. C'est assez simple. Hein. Mercedes fait des gros moteurs. Alors souvent on a du 2,2 litres, mais on peut avoir du 5 cylindres, on peut avoir pas mal de beaux moteurs en fait. Hein. Iveco fait du gros moteur également. Pour ce qui concerne les autres, ben, si tu prends par exemple du Jumper, tout ce qui est Peugeot, Citroën, Fiat, très rarement à certaines marques, quand tu prends du 3 litres, tu as forcément un moteur comme celui qui équipe les camping-cars, comme celui qui équipe le mien. Hein. 3 litres et distribution par chaîne. Autant sur les Peugeot, Boxer donc,
Citroën Jumper ou Fiat Ducato. Par contre, tu auras toujours de la traction, tu n'auras pas de propulsion. Moi, le but, c'est d'avoir une propulsion, pour la simple et bonne raison qu'une propulsion, si tu décides de prendre de la piste carrossable, tu peux le faire. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire avec un jumper ou peu importe, avec toute cette gamme en traction, mais le problème, c'est que, tu le vois avec un camping-car, si tu te stationnes dans l'herbe, à l'avant, ça sort pas. Hein. La plupart du temps, moi, si vraiment je me stationne, il y a même pas, alors le mien est lourd, hein, c'est spécial, mais s'il y a une toute petite butte, eh ben je reste tanké, hein. Il faut que je me fasse remorquer parce que sinon je sors pas, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que je le précise. Donc moi, je veux un propulsion, absolument. Alors dis-moi ce que tu penses de tout ça, donne-moi tes idées éventuellement, si tu as des tuyaux par exemple sur le solaire, sur ce que j'évoquais concernant ces revêtements transparents. Si tu as des petites idées, notamment pour les vitres par exemple latérales, savoir s'il y a d'autres fournisseurs éventuellement vers lesquels on pourrait se tourner. Un excellent message de Sénélor qui me disait donc que l'option PL est cool, mais il reste persuadé qu'un VL aménagé avec la technique d'une ancienne caravane ou mobil-home te permettrait ou des économies, mais aussi d'avoir tout ce qu'il faut sous la main. Alors, oui, l'idée de récupérer du mobilier de caravane par exemple est excellente. Hein. Il est vrai que tu achètes une caravane, les caravanes s'achètent pas très cher en fait. Tu achètes aujourd'hui une Fend qui fait 6,50 m pour 4000 balles, hein, grosso modo. Et souvent, le mobilier, ben, il est resté en bon état, il est déjà allégé. Donc, je pense quand même qu'en 3,5 tonnes, ça resterait court. Ça resterait court parce que une caravane, il n'y a pas de réserve d'eau, par exemple. Hein. Elle n'est pas lourde, mais tu n'as aucune réserve d'eau. Tu n'as pas de réservoir d'eau usée. Alors, quand tu as une réserve d'eau, elle est toute petite. C'est vrai que partir sur une caravane pour récupérer le mobilier, c'est excellent. C'est vraiment un choix très, très judicieux. Yann Ba qui disait aussi une idée me venait en regardant ta vidéo, partir d'une feuille blanche serait pour moi de commencer sur une structure avec une architecture modulable. Tout à fait, tout à fait. Je m'explique brièvement, quand tu roules, tu n'as pas besoin de certains équipements, lit, douche, hauteur sous plafond. Alors l'idée serait, lorsque tu stationnes, tu es le toit qui se lève pour être sur des vérins hydrauliques, cela maximiserait l'espace de vie selon le besoin, le lieu et le moment. Le toit qui se lève, ça va faire des contraintes au niveau de l'homologation. Quand tu repasses à l'Adréal ensuite, il faut une autorisation du constructeur pour toutes les modifications que tu vas opérer sur la structure. Donc moi je pensais plutôt à un espace modulable, c'est-à-dire transformer ton espace jour en espace nuit en un claquement de doigts. Alors en un claquement de doigts c'est un grand mot, mais sans avoir à déplacer des coussins et à faire toute une manipulation qui te prend souvent 5-10 minutes et au bout d'une semaine t'en as ras-le-bol. Ça c'est ce que je suis aussi en train un peu de réfléchir, en m'inspirant bien sûr de ce qui existe déjà. Je vais rien inventer, parce qu'aujourd'hui dans le camping-car on commence à y venir, hein. Des espaces qui descendent, des espaces modulables, de plus en plus. Crémaille le Picard qui dit qu'il faudra un frigo à compression. En effet, alors j'ai vu chez les Américains de super frigos tiroirs. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je crois que sur le Nessmann Bischoff, qu'on a vu sur la chaîne de Phil et Fab, il y a également ce type de frigo tiroir. Je trouve ça vraiment super sur un frigo à compression, hein, parce que sinon il y a les grilles qui viendraient un petit peu nous vendre en fait, hein, aux gens qui passent, et ils se diraient ouais, ça c'est un camping-car. Donc forcément on est obligé de passer sur un frigo à compression. La solution est de le peindre en bleu et d'écrire gendarmerie. Ça c'est excellent. Je peux te dire que tu peux même acheter des fourgons de la gendarmerie ou même des CRS. Hein. Tu achètes ça dans les ventes domaniales, hein, les domaines, aux enchères. Alors maintenant c'est souvent réservé aux professionnels, mais tu peux éventuellement avoir un camion de la gendarmerie. Hein. Génial ton idée, malgré tout, quand on voit le nombre de véhicules de chantier qui sont cambriolés. Je suis d'accord. C'est Robert Guide, je suis là. Oui, oui, tout à fait. Des moyens de sécuriser tout ça. En plus, c'est de la tôle, un fourgon. Donc, c'est quand même compliqué à ouvrir par rapport à un camping-car. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir un camping-car qu'un fourgon métallique. Hein. Bernard Michel qui me dit « Riche idée pour tes projets et abonnés, c'est le coût à combien tu vas vendre ce véhicule aménagé et homologué ?» Et il me demandait donc combien les portes du hangar. Oui, si je pouvais trouver un hangar qui fait 3,20 m, même 3,40, 3,50, ce serait pas mal. Si toutefois tu as dans tes connaissances ce type de hangar à vendre éventuellement sur un bout de terrain, je serais intéressé. Hein. Je le dis d'ailleurs à tous les abonnés, si vous avez dans vos relations ou autour de chez vous, mais moi dans l'idéal, j'aimerais être 200 km autour de Lyon, 250 km grand maximum, parce que j'ai mes enfants à récupérer. Je voudrais pas trop m'éloigner quand même. C'est pour ça que la dernière fois je discutais du Portugal.
Pour mes enfants, ça serait quand même compliqué parce que si on tombe sur un confinement comme aujourd'hui, je peux pas aller les chercher, quoi. Jean-Marc Pinault. Bonjour Pascal, c'est vrai, la discrétion est intéressante, mais il y a de plus en plus de communes qui ont trouvé une parade avec une limitation de poids de véhicule à 2,5 tonnes. À voir. Ouais. Bon, alors là, tu vois, dans la mesure où ce véhicule-là existe et en 4,5 tonnes et en 3,5 tonnes, moi, j'ai pas encore vu ce type de limitation à 2,5 tonnes. Mais bon, là, que tu sois en camping-car ou en van, je dirais que si c'est 2,5 tonnes, 3,5 tonnes, tu passes pas. Je me sens pas spécialement concerné. Tu dois certainement avoir vu ça quelque part où tu es passé, mais pour moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce type d'interdiction, en fait. Fred Bounant, tu vis dans une grotte, Fred? C'est quoi cette psychose de vouloir passer absolument inaperçu? Et si c'est pour vivre dans une cage à poules sans fenêtre? B. Cloîtré sans un regard sur l'extérieur, quelle tristesse. De plus, un fourgon L4 H3, j'appelle pas ça être discret. Si réellement on a des contraintes d'être vu, dérangé, repéré, volé, vandalisé, alors peut-être que cette vie-là n'est pas faite pour toi. Parce que j'ai déjà dit ça. Moi, je vis depuis 2 ans et demi dans mon camping-car, qui fait 8,50 m de long, qui n'est pas discret du tout, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour répondre à une problématique. Un fourgon L4 H3 sur lequel les fenêtres sont invisibles, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de fenêtres, mais sur lequel tu ne distingues pas les fenêtres. Pour moi, c'est discret, c'est plus discret qu'un camping-car. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est pas d'avoir peur que je sois vandalisé, j'en ai rien à foutre, moi je suis pas vandalisé. Je suis pas dérangé spécialement, volé, je suis pas volé ou vandalisé. Le problème, il est de gêner les gens. Ça gêne les gens, le camping-car. Quand tu dors dedans, moi je vis dedans, à l'année. Ça les gêne, en fait. Tu le sais bien, je suis pas en train de t'inventer la vie, là. On sait bien qu'aujourd'hui, le problème récurrent, dans le camping-car, c'est le camping-car. On le sait. Et avec tous ces ventes de camping-car qui arrivent, tous ces nouveaux camping-caristes qui arrivent en masse, eh ben on est noyé là-dedans et on est trop nombreux. Tu vois bien quand l'été arrive, tous ces camping-cars qu'il y a de partout, il y a des gens qui sont excédés. Ça va faire un problème. Aujourd'hui, cette réflexion, elle est justement pour pallier au problème. Pas très discret, je trouve que c'est toujours plus discret qu'un camping-car. C'est pas une psychose en plus, c'est quelque chose qui est bien là. Si tu vis dans un véhicule, tu dois le savoir, à moins que tu vives au milieu de la Creuse, auquel cas t'es pas embêté, mais on n'est pas tous au milieu de la Creuse. Alors en effet, si vous êtes curieux, il y a un truc qui est bien inspirant, c'est Un van sur la route, sa chaîne est ici, où lui vraiment il a fait un véhicule qui est somme toute un peu furtif. Bon, il est rouge. Alors c'est vrai que rouge avec une bande blanche et une bande noire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus invisible, mais je trouve que dans la démarche, déjà, ça se rapproche de ce que moi je veux faire. Nicolas Delel qui me dit qu'il voudrait savoir à quel prix serait ce fourgon. Tout dépend de la base qu'on va trouver et tout dépend ensuite de ce que va coûter l'aménagement. Il est clair que moi j'ai pas de gros moyens, je vais le faire au mieux, je vais essayer de faire quelque chose de sympathique, mais de pas forcément haut de gamme. Je peux pas te dire. Il faut d'abord avancer dans le projet. Je sais même pas, je l'ai pas vraiment chiffré. Aujourd'hui, je vais avancer un petit peu en expérimentant les choses. Donc, je pourrais te dire ça à la fin du projet, quand le projet sera terminé. Je pourrais te dire, voilà, ça m'a coûté ça. Une petite polémique également au niveau du gaz, où il y a certains commentaires, le Gaulois moyen, etc., Rival 03, Homme de Cro-Magnon, Didier 57, le Gaulois moyen, voilà, qui discutaient justement du gaz, en fait, en disant que ravitailler au gaz va devenir de plus en plus difficile. Non. D'ailleurs, si vous écoutez la chaîne de Voyage, il relate, lui, il va se remplir chez Total, il n'a jamais eu un problème. Je pense qu'il y a eu une personne qui a eu un problème, peut-être avec un équipement un peu moyen, et voilà, c'est tout. Mais tu remplis chez Total comme tu veux, ton gaz, si t'es certifié. Et je pense même pas qu'ils te demandent la certification, qu'ils te demandent la pose d'un professionnel, rien du tout. Ils te laissent remplir, à partir du moment où tu as une entrée de gaz, tu remplis ton gaz sans trop de problèmes. Ça, je pense que c'est une polémique qui est un peu née par rapport à une personne qui a eu un problème, en fait. Mais à ma connaissance, Total ne refuse pas le remplissage au GPL. Chris Bose qui me demande
Ce projet est très intéressant. Ce fourgon serait-il destiné à remplacer ton Franca ou à être vendu? Vas-tu te lancer dans l'aménagement de fourgon? Tu serais submergé de demandes. Pour être discret, il ne faudrait effectivement pas de fenêtre, mais surtout, il ne faudrait pas de panneaux solaires, mais une autre technologie pour l'électricité. Alors, pour le moment, c'est une idée, c'est même une idée qui se concrétise, puisque je suis en train d'acheter ce fameux fourgon. Hein. Je suis en train de le... Enfin, je l'ai pas encore acheté, mais je suis bien avancé dans ma recherche, et je suis sur 2-3 véhicules. Je pensais même qu'aujourd'hui, j'aurais pu vous annoncer que ça y est, je l'avais acheté, mais... il y a un véhicule qui passe au contrôle, là j'attends qu'il sorte du contrôle pour savoir ce que je vais faire de tout ça, voir si déjà j'arrive à m'arranger sur le prix. Voilà, donc il y a de fortes chances pour que ça voie le jour. Maintenant, savoir si je vais vivre dedans, ça dépendra du moment où je l'ai terminé. Est-ce que je me sentirai vivre dedans ou est-ce que je préférerais rester dans mon Franca? Ça je sais pas. Remplacer mon Franca, pour le moment j'envisage pas de le vendre. Et je pense même que si j'avais un fourgon comme celui-là, je pense pas que je vendrais mon Franca. Pour le moment, bon, c'est pas d'actualité. Maintenant, c'est vrai que dans mes déplacements, ça pourrait me permettre de me déplacer plus vite et puis d'avoir mon couchage et d'avoir tout ce que je veux dans mon véhicule, de pouvoir m'arrêter comme je le fais avec mon camping-car, mais de circuler surtout plus rapidement, quoi, faire mes visites. Donc ça pourrait être éventuellement un véhicule en plus du mien. Tout ça, bien sûr, ça sous-entend que je trouve un hangar avec un terrain pour pouvoir stationner tous mes jouets. Fabriquer du fourgon aménagé, franchement, se lancer dans l'aménagement, je pense pas que ça me plairait en fait. Là, d'imaginer quelque chose et de donner une impulsion, une idée ou une inspiration, peut-être de trouver des aménageurs qu'ils feraient ensuite, hein, qu'ils pourrait éventuellement le produire et puis sur commande, et puis ben moi je pourrais en faire la démonstration puisque c'est moi qui l'ai un peu imaginé, mais pour le moment j'ai pas réfléchi à tout ça, non. La discrétion ne durera pas longtemps, les flics vont très rapidement les repérer. Thierry Marchic. Le but, il n'est pas de ne pas se faire repérer par les flics, hein. En fait, les flics, comment ça réagit? Je vais t'expliquer, parce que moi, c'est un peu ce qui se passe où je suis, là. Tant que je suis tout seul garé ici, j'ai pas de problème. Le voisinage leur dit bonjour, tout, il n'y a pas de souci. On m'accepte. Voilà, on m'accepte, et la police passe ici à côté, même pas elle s'arrête. Quand on tombe pendant la saison, où là, il commence à y avoir des camping-cars, il y en a certains qui sortent leur table sur le parking, tu vois, et qui commencent à boire l'apéro et tout et tout. Là, les flics passent. Et là, ils vont voir tout le monde. Quand est-ce que vous partez? Et ils viennent me voir, automatiquement. Mais, comment ça se passe? En fait, les flics viennent pas contrôler qu'il y ait des gens qui sont garés et ils veulent les virer. C'est pas comme ça que ça se passe. Les voisins, c'est les voisinages qui t'envoient les flics. En fait, le voisinage téléphone à la commune, dit monsieur, il y a un camping là, il y a des gens un peu voilà qui s'installent avec les camping-cars devant chez nous. Vous faites rien, nous on paye des impôts, faites quelque chose. Et voilà. Et là, il envoie la municipale, tu vois. Donc repéré par les flics, le problème, c'est pas là. Les flics, ils font pas la chasse aux gens qui se stationnent. C'est les voisins qui font la chasse, la plupart du temps. Et c'est les voisins qui font de la dénonciation pour qu'ils viennent, pour envoyer les chiens de garde et pour qu'ils viennent te débarrasser. Moi, je me plains pas. Où je suis actuellement, j'ai eu quelques petits problèmes pendant la saison, hein, parce que ben, forcément, il y a des camping-cars qui viennent, qui repartent. Bon, les gens arrivent, ils sont chez eux, ils déballent tout sur le parking. Oui, ça énerve les gens qui habitent en face. Hein. Tu as une petite villa que tu as payé peut-être 7 ou 800 000 boules, et puis tu te retrouves à avoir des campeurs, hein, eux, ils voient ça comme des gitans, en fait, hein, c'est pareil, hein, qui commencent à installer la table et déjeuner. Voilà, le problème, il est là. Après, se faire repérer par les flics, tu es garé dans une rue avec un fourgon dans lequel tu dors, les flics vont pas venir taper à ta porte, sauf s'il y a quelqu'un, c'est le voisinage qui va te repérer. C'est toujours la même chose. Step 2. Le petit bémol, c'est que ton véhicule furtif risque d'être interdit de circulation en ville du fait des restrictions sur le diesel, voire taxé grâce à la poussée récente des caméras dans nos villes. Pareil qu'avec un camping-car, hein, à ce niveau-là. Je pense que là, que tu sois sur un fourgon ou un camping-car, c'est la même chose. S'il doit y avoir des taxes et des interdictions au niveau du gasoil, bah, les deux seront interdits. Tu perds donc l'intérêt de la furtivité. Oui, ça dépend des villes. Hein. Encore une fois, c'est surtout dans les grandes villes en fait que il y a une chasse à ce niveau-là. Mais
Je pense que ça va pas se généraliser au territoire national, hein. De plus, la fameuse taxe sur le poids va pénaliser ce type de produit, du moins s'il est neuf. Non plus, pas d'accord. Là, il y a des choses sur lesquelles il faut lire entre les lignes, en fait. Il ne faut pas juste lire les gros titres et puis en faire une moyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, un utilitaire paye la taxe carbone? Non. Voilà. Toi, tu vas acheter une grosse voiture. Alors maintenant, c'est de moins en moins gros, hein. Tu vas t'acheter un monospace chez Renault, par exemple. Tu vas payer la taxe carbone. Quelquefois, elle peut monter à plus de 10 000 euros. Tu vas t'acheter un fourgon, tu n'as pas de taxe carbone. Voilà. Parce que c'est un véhicule qui sert à travailler. Tu vas acheter un camping-car, tu n'as pas de taxe carbone. Il y a des véhicules sur lesquels ça n'est pas applicable. Et il y a eu un communiqué à ce niveau. Si tu te renseignes un peu, que tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, sur Google, sur l'information, etc., cette taxe ne sera appliquée qu'à l'automobile. Et encore à l'automobile, si c'est une automobile de société, eh ben, tu vois, par exemple, moi j'ai roulé avec des voitures puissantes qui étaient censées payer des grosses taxes, et comme c'était un véhicule de société, eh ben voilà, et que c'était une camionnette, considérée comme une camionnette, eh ben je ne payais pas de taxes. C'est un peu la même chose. Il faudrait équiper ton véhicule de micro-caméras filmant l'extérieur et projeter sur des écrans en lieu et place des ouvrants pour enlever la sensation de confinement et la claustrophobie inhérente à cette configuration. C'est pour ça que j'ai évoqué plus tôt qu'il y aura des ouvertures, bien sûr, hein. Pour les parties extraction des gaz et raccordement électrique, tu vas devoir les faire sortir sous et au-dessus du véhicule. Tout à fait. Pour les panneaux solaires, tout sauf discret. Il faudra les plus fins et les plus souples possibles afin de tapisser le toit du véhicule. Tu peux également décaisser le toit et y loger un petit réservoir d'eau plein en noir pour récupérer le rayonnement solaire et avoir de l'eau chaude gratuite. Ça, c'est pas con. L'hiver, au lieu de faire tourner le frigo, prévoir un compartiment non isolé avec grille et aération sous le plancher pour y stocker des denrées périssables, la carrosserie étant un sacré conducteur du froid. C'est vrai. Ah oui, mettre de la fausse publicité sur ton fourgon et des pare-chocs pourris pour laisser supposer une utilisation professionnelle. Pas trop attrayante pour imaginer qu'ils contiennent du matériel hors de prix, voire fixer une échelle sur le toit et un tableau de bord bien crasseux. Ça va être compliqué pour moi, ça. Mais bon, les idées sont bonnes en tout cas. Alexandre Bayeux qui dit: tu peux avoir un 4 tonnes 2 chez Mercedes avec un essieu super single, pas de roue jumelée. Par contre, tu as un passage de roue à 1,22 m au lieu de 1,10 m. Et tu peux avoir cette option aussi sur les 5 tonnes 5. Bonne information. Moi, je partirai probablement pas sur un Mercedes, hein. Adelino Ribeiro qui dit: bonjour, pourquoi pas un minibus PL avec les vitres teintées fixées avec un toit panoramique climatisé. Oui, l'idée est bonne et je l'évoquais un petit peu avant. Le problème, c'est que ces véhicules-là restent sur un niveau de prix qui est quand même assez élevé et du coup, ça rend la chose difficile pour moi, tout au moins, hein. Papy Kiddan. Bonjour, juste une petite remarque, je trouve ça triste de voir qu'avec toutes ces restrictions et règles, plus les gens qui veulent faire en sorte qu'on ne voit plus qu'ils sont nomades, on appelle ça la liberté. Pour moi, en entendant, ça me fait plutôt penser plus à la prise de tête. Où on le fait, on nous voit, mais si on part au départ à penser à tous ces problèmes, mieux vaut ne pas le faire. C'est un point de vue. Pour des gens comme nous qui ne voyons la vie que comme ça actuellement, c'est vrai qu'on cherche des solutions. Ces solutions, ce fourgon un petit peu plus discret en fait partie. Moi, c'est plus de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là encore. Ça va se durcir. Ça va se durcir. Alors, ça va pas se durcir. On va pas avoir des lois restrictives où on peut plus sortir avec ton camping-car. C'est tes semblables qui vont t'enquiquiner. C'est les gens qui sont tes semblables et qui habitent dans des maisons et qui en ont marre de te voir avec ton camping-car, tu vois. Et comme tu en auras de plus en plus, ça va être de plus en plus insupportable. On est arrivé au bout des questions. Oui, non, c'est un projet qui est en route. Je vais très prochainement acheter ce véhicule. Dans cette logique, je vais l'aménager. Je vais avoir besoin d'argent parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Si tu es intéressé par ma moto, j'ai un beau ZX12R, je vais le sortir quand il fera beau, je vais m'en séparer. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail sur nomadintowild@gmail.com. Et si tu es intéressé par ma voiture, ma petite Mini, pareil. Ça va me faire rentrer un peu de trésor et ça me permettra de mettre le paquet sur ce projet.
Sur ce, la famille, alors autre chose aussi, hein, excuse-moi, je fais mes petites annonces, mais donc si tu es à la périphérie de Lyon, à 250 km aux alentours, et que tu as connaissance, ou que tu as toi-même un hangar d'au moins 200 mètres carrés, on va dire, hein, bon à la limite 150, sur un terrain et pas trop, bon, avec un budget limité quand même, hein. Je vais même pas mettre 100 000 balles d'ailleurs, c'est même pas moi qui vais les mettre d'ailleurs. Si tu connais ça, bah, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit mail et puis bah, ça pourra m'aider dans la recherche parce que là aujourd'hui malheureusement on peut plus bouger, ça va être difficile. Donc si j'avais quelqu'un qui avait à proximité ce type de bien, bah, ça pourrait me faire gagner du temps. La famille, je te dis à tout bientôt. Jeudi prochain, donc le prochain épisode, j'espère que à ce moment-là je pourrai te présenter ce que j'ai trouvé. Et comme ça on pourra avancer. Ciao ciao. Normalement c'est fait, hein. Le fourgon, logiquement je l'ai choisi, on s'est mis d'accord avec le vendeur et j'espère l'avoir pour jeudi prochain.